Nous allons maintenant écouter une présentation de Florence Jouniz-Jahan, qui est infirmière à l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques du CHU de Nantes, qui s'appelle Londine, qui est aussi vice-présidente de la Société française de soins palliatifs pédiatriques. Et tu nous présentes, Florence, un travail issu d'un groupe de réflexion qui s'est formé au sein de la Société française de soins palliatifs pédiatriques, dans le contexte actuel de ce qui se discute autour de la loi, en tout cas des évolutions législatives, et un groupe qui s'est posé la question de savoir si un jour les questions autour de l'aide à mourir se posaient pour le mineur, comment on pourrait manipuler les concepts de volonté, de discernement et d'autodétermination chez le mineur. Je tiens d'abord à remercier la plateforme pour m'avoir invitée et pour me permettre de présenter donc cet article qui a été fait, comme l'a dit Delphine, avec un groupe de travail. Je suis un peu intimidée par l'auditoire, donc je vais essayer de ne pas bafouiller. Je vais d'abord commencer par vous présenter, resituer le cadre légal. En pédiatrie, le mineur est un patient titulaire de droit placé sous la protection de l'autorité parentale. C'est inscrit dans le Code civil. Dans les situations de fin de vie, le cadre juridique, donc celui de la loi de février 2016, qui est basé sur le principe d'autonomie de la personne, s'applique également aux mineurs avec quelques spécificités. Dans un premier temps, la volonté du mineur, elle est prise en compte, mais elle n'a pas tout à fait la même portée juridique que celle du majeur. L'enfant ne peut se voir imposer des traitements constituant une obstination déraisonnable. C'est clairement redéfini lors de la mission d'évaluation de la loi 2016. L'arrêt des traitements est décidé par le médecin responsable dans le cadre d'une procédure collégiale. L'avis des titulaires de l'autorité parentale doit être consulté et celui du mineur ayant une capacité de discernement suffisante doit également être recherché. Les titulaires de l'autorité parentale doivent être informés de la décision collégiale et celle-ci doit faire l'objet de leur approbation. Concernant le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, instauré par la loi Claes-Leonetti, elle est soumise aux mêmes conditions strictes chez le mineur. Si l'enfant est capable de discernement, il peut en faire la demande. La décision de mise en œuvre reste une décision médicale issue d'une procédure collégiale dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans la pratique, en pédiatrie, ce qui constitue un des fondements de la spécificité, c'est la recherche d'une décision partagée. Donc on voit bien que sur le plan juridique, le législateur impose une présomption d'incapacité du mineur compte tenu du cadre légal par l'autorité parentale. Le Code de la santé publique stipule que le mineur doit recevoir pour lui-même une information et participer à la prise de décision de manière adaptée à son degré de maturité et de discernement. Donc l'âge de discernement du mineur n'est pas fixé par la loi. Il s'agit d'une notion jurisprudentielle à l'appréciation du juge selon la maturité intellectuelle et morale de l'enfant. La littérature estime qu'à partir de l'âge de 7-8 ans, un enfant peut commencer à donner un avis signifiant. Dans la pratique, en pédiatrie, c'est à partir de la période de la préadolescence, à partir de 11-12 ans, que les équipes sont plus à l'aise avec la recherche de son avis ou tout de moins son regard sur la situation. Concernant l'autonomie du mineur, c'est un droit, c'est cette capacité d'agir seul. Le mineur n'est pas considéré capable d'exercer seul ses actes juridiques, sauf pour le mineur émancipé, à partir de 16 ans sur une décision du juge, qui devient juridiquement autonome. Concernant sa capacité d'autodétermination, c'est-à-dire ce droit à décider de sa vie en fonction de ses valeurs, le mineur, il a ce droit qui se traduit par la reconnaissance de son discernement et son droit à la participation aux décisions le concernant.
La capacité d'autodétermination se construit au fur et à mesure du développement psycho-affectif du jeune. Elle résulte d'un processus de maturation cognitif, intellectuel et affectif qui se forge à travers le cadre éducatif et socio-culturel qui accompagne l'enfant dans sa découverte du monde et dans la manière dont il est encouragé à l'exprimer. Lors des questions d'obstination déraisonnable et de limitation et arrêt de traitement dans la trajectoire du parcours de l'enfant, quand ça se pose, la capacité de discernement du mineur est explorée. Et puis, si elle est avérée, son avis et sa volonté à l'exprimer sont recherchés. De la même manière, la démarche est partagée avec les parents à travers leur information et leur avis. La décision revient in fine au médecin référent au terme d'une procédure collégiale dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Précisons donc cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant qui est fondamentale, caractérisée par la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle intervient dans chaque démarche décisionnelle en pédiatrie. Cette notion protège le bien-être, la sécurité et le développement global des mineurs dans toutes les mesures qui sont prises à l'égard de l'enfant. Si on regarde ce qui se passe chez nos voisins, on observe une appréhension un peu différente de l'autorité parentale. En Belgique, où l'euthanasie du mineur est dépénalisée, c'est le mineur qui doit formuler la demande et elle doit être validée par les deux parents. La capacité de discernement du jeune est évaluée et basée sur des repères qui sont préétablis. En Suisse, l'expression de la volonté du mineur est considérée. Elle constitue un repère déontologique qui est valorisé dans la pratique, mais qui n'est pas un élément de cadrage sur le plan juridique. Une fois ce préambule de cadre légal posé, je vais vous partager la situation de Stan et de sa famille. Stan est un jeune garçon de 15 ans. Il est l'enfant unique d'un couple vivant ensemble. Il est atteint d'une maladie cancéreuse osseuse agressive d'emblée avec des métastases pulmonaires, pris en charge depuis 3 ans. Après 2 récidives traitées par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie, la maladie progresse de nouveau sans possibilité de traitement curatif. Dans ce contexte, la prise en charge palliative est annoncée à Stan en présence de ses parents par le médecin référent. Une proposition de chimiothérapie à visée palliative afin de ralentir l'évolution de la maladie est effectuée. Les 2 parents entendent le contexte palliatif mais expriment leur volonté de tout faire pour guérir leur enfant. Ils sont demandeurs de poursuivre des traitements actifs et souhaitent l'administration de ce nouveau traitement rapidement. Stan, quant à lui, il est lucide quant à l'évolution inéluctable de sa maladie. Il verbalise être fatigué des traitements infligés depuis 3 ans. Il ne veut pas prendre ce traitement palliatif. Il souhaite rester à domicile et ne plus venir à l'hôpital car il ne supporte plus les contraintes liées aux hospitalisations et aux soins qui sont prodigués. Son état clinique s'altère, il est très asthénique et sa douleur est contrôlée par des morphiniques sur PCA. Lors d'un entretien avec le médecin référent et l'infirmière de l'ERSPP sans ses parents, il exprime son besoin de profiter du temps qui lui reste. Il verbalise ne pas vouloir faire de la peine à ses parents, qui sont très affectés par la situation, mais reste ferme quant à sa volonté de ne plus subir de traitement et d'hospitalisation. Néanmoins, craignant de blesser ses parents, il est soumis à un conflit de loyauté qui le pousse à ne pas réitérer sa demande, sa volonté en présence de ses parents, et il ne souhaite pas non plus que le médecin le fasse pour lui. Ses parents, quant à eux, insistent auprès du médecin référent pour introduire ce traitement qui entraîne des contraintes d'administration et de surveillance. Ils verbalisent savoir ce qui est le mieux pour leur fils. Dans cette situation, les professionnels sont en difficulté. Ils sont tiraillés entre le souhait de respecter la capacité de discernement de leur patient, le respect de sa volonté à ne pas en informer ses parents
et le respect de la décision parentale, contraignante sur le plan légal. Ils ont la sensation d'être contraints à respecter une volonté au détriment d'une autre. Donc cette situation clinique, elle met en exergue 3 enjeux. Le premier est de respecter l'autonomie et la capacité d'autodétermination repérée chez Stan. Il a 15 ans, il est en capacité de s'exprimer et de faire preuve de discernement. Il possède une autonomie relationnelle qu'il a développée au sein de son environnement socio-éducatif, lui permettant de construire des ressources propres. Malgré le fait qu'à son âge, Stan reste un être en développement, il a néanmoins acquis une aptitude à définir des choix, à les exprimer, et il est en capacité de parler de ses besoins et de son parcours de soins. Autrement dit, il est en capacité d'exprimer ses possibilités réelles et expérientielles face à la maladie. Dans ce contexte, les soignants doivent pouvoir tenir compte de sa volonté dans le processus décisionnel. Le deuxième enjeu est celui de la nécessité de tenir compte de l'autorité parentale. À 15 ans, Stan est donc sous l'autorité parentale de ses parents. Parmi l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attribués, réside celui de prendre des décisions pour la santé de leur fils mineur. Ces décisions sont empreintes de leur propre volonté parentale de poursuivre les traitements pour ralentir la maladie. En outre, les parents décident pour leur fils. Dans cette situation, le troisième enjeu est donc de travailler le paradoxe éthique qui est imposé par la relation de soins pour les soignants. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant impose un dilemme éthique pour les soignants. Face aux divergences témoignées par l'adolescent et par ses parents, que faire ? Comment décider ? Les soignants doivent-ils ignorer la volonté de Stan pour rester en conformité avec le cadre légal ? Ou bien doivent-ils outrepasser la volonté de Stan de ne pas évoquer ses souhaits à ses parents ? Ou bien doivent-ils privilégier le souhait du patient au détriment de la volonté parentale, au risque de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi ? À savoir qu'en France, lors des affaires portées en justice, le juge a toujours tranché en faveur de l'autorité parentale. Et il faut également noter qu'en France, dans une situation d'urgence vitale, le médecin peut pratiquer des soins nécessaires dans l'intérêt du mineur. Et par ailleurs, l'autorité parentale peut être retirée de manière momentanée par le juge afin qu'un enfant reçoive des traitements sans l'accord de ses parents. Donc on voit bien dans cette situation la triangulation relationnelle spécifique à la pédiatrie qui place le dialogue en point d'orgue. L'équilibre décisionnel doit être recherché afin de favoriser un projet de soins adapté au discernement dont fait preuve Stan et à la volonté de ses parents. Alors, me direz-vous, comment sortir de cette impasse ? Eh bien, l'idée est de rechercher des repères sur lesquels s'appuyer pour construire ce processus décisionnel. Malgré son discernement, Stan n'est pas suffisamment sécurisé dans sa relation avec ses parents pour exprimer sa volonté devant eux. Pris par le conflit de loyauté, il renonce à faire valoir son autonomie, il s'enferme dans un système de non-dit. De la même manière, les parents ne recherchent pas la voie de Stan, ils restent fixés sur leur besoin subjectif de prolonger la vie de leur enfant. Ils sont par ailleurs convaincus de faire ce qui est le mieux pour lui. Les soignants sont donc tiraillés entre le respect de l'autorité parentale et la parole de Stan. Ils entendent ce qu'il dit de lui et pour lui, ainsi que sa volonté de ne pas prendre ce nouveau traitement. Mus par le principe de non-malfaisance, ils souhaiteraient pouvoir faire valoir les besoins de Stan, mais sans pour autant entraver la dynamique établie entre Stan et ses parents au profit de la relation de soins.
En pédiatrie, la subjectivité du patient n'est pas mobilisable de la même façon que chez l'adulte. Un des repères fondamentaux ayant structuré la pratique palliative pédiatrique à partir des témoignages des parents eux-mêmes est de faire en sorte de construire une démarche de soins permettant de préserver la place de la parentalité au profit du vécu de l'enfant gravement malade et du processus du deuil des familles. Dans ce contexte, les situations où les besoins de l'enfant divergent de ceux des parents, avec le respect de l'autorité parentale, constituent un vrai dilemme pour les soignants. Il s'agit alors de mettre en œuvre un véritable tissage relationnel entre l'enfant, ses parents et les soignants au sein même de la dimension du soin, dans le but de mobiliser les espaces disponibles pour penser les freins. L'enjeu est donc de contribuer à ouvrir au dialogue pour favoriser l'élaboration d'un projet commun à l'enfant et à ses parents. Néanmoins, cette démarche, elle est complexe et elle peut rencontrer des points d'achoppement. Pour les professionnels, d'une part, qui sont confrontés à leur éprouvé, ils peuvent donc rencontrer des réticences à évoquer leur propre perception de l'enfant aux parents dans un contexte de maladie grave. Pour les parents, d'autre part, il est parfois inconcevable d'entendre la voix de leur enfant en situation palliative, craignant de devoir aborder le sujet impensable de la mort, ou encore par crainte de valider auprès de l'enfant sa propre perte. L'autorité parentale est souvent confondue avec la notion de devoir chez les parents, ce qui peut nourrir beaucoup de culpabilité à envisager d'évoquer la mort de l'enfant avec ou sans lui. Dans la situation citée, c'est la temporalité à l'œuvre et l'évolution inéluctable de la maladie qui ont contribué à laisser place à la dimension de l'éprouvé des parents, permettant une ouverture à la subjectivité de Stan. Progressivement, le dialogue est né entre eux et leur a permis de se rejoindre. Portés par le médecin référent avec la participation de l'ERSPP, les échanges ont concouru à accueillir puis comprendre les avis et respecter les émotions suscitées. On peut aussi s'appuyer sur des outils qui peuvent guider la construction du processus décisionnel. Sur la pratique pédiatrique, on s'appuie sur des repères qui favorisent l'émergence de ce processus décisionnel. En initiant et en maintenant le dialogue au sein de la triade afin d'éclairer les enjeux familiaux et d'identifier les craintes et les besoins de chacun. Le travail en pluridisciplinarité pour donner lieu à l'intelligence collective ou l'interdisciplinarité et s'inscrire dans un processus réel de créativité. Et puis l'introduction du regard tiers avec les ERSPP afin de permettre l'écoute et le soutien des perceptions des professionnels. On a aussi une piste avec des ateliers informatifs ou de simulation qui sont expérimentés en Belgique et au Québec. L'élaboration d'un raisonnement décisionnel partagé est basée non pas sur les repères légaux en vigueur, mais plutôt sur les enjeux subjectifs, à travers la possibilité pour les parents de participer à des ateliers de formation sur le processus décisionnel partagé. Ces ateliers permettent de travailler les besoins de chacun et de comprendre l'intérêt d'une démarche partagée. Ça peut être également un levier pour réduire les réticences des adultes face à la fin de vie des enfants. Une autre piste serait l'extension de la personne de confiance, réfléchir à l'élargissement du dispositif de la personne de confiance aux mineurs en complémentarité à l'autorité parentale pourrait également permettre une ouverture à l'autonomie et à la capacité de discernement du mineur. Pour conclure, l'enjeu principal concernant le mineur réside dans l'articulation des différents cadres qui s'imposent dans la prise en charge du jeune en situation palliative. Il s'agit de parvenir à équilibrer le projet de soins en considérant à la fois sa situation juridique, son avis et celui de ses parents, tout en respectant l'expression des besoins de chacun. L'élaboration de la démarche décisionnelle est donc un exercice complexe et singulier, propre à chaque situation rencontrée par les professionnels.
Pour autant, c'est bien la reconnaissance de la subjectivité de chacun dont il s'agit, dont l'enjeu semble fondamental autant pour le mineur en fin de vie que pour l'avenir de leur famille, et plus largement pour la société entière dans ce qu'elle propose de la reconnaissance de la place du mineur. Je vous remercie. Merci Florence. Vous avez une question? Merci beaucoup. Mais je ne pouvais pas éviter de penser à la médecine narrative et à la possibilité de trouver une façon pour impliquer, pas impliquer, mais voilà, complémenter l'opinion de l'enfant dans le processus décisionnel. Est-ce que vous vous servez de cette ressource dans les études? Alors effectivement, il y a cette ressource de la médecine narrative qui commence à se développer de la pointe des pieds en pédiatrie, mais c'est vrai que c'est en tout cas une approche intéressante puisqu'elle introduit l'enfant dans l'histoire de la famille, et cette histoire, elle a besoin d'être narrée, d'être racontée. Et donc, oui. Et alors après, ça dépend de l'âge de l'enfant, de son développement cognitif et de ses capacités physiques. Mais c'est vrai qu'on pourrait envisager de développer davantage cet outil en pédiatrie, effectivement. Et puis la narrativité, elle a aussi des apports considérables du côté des professionnels, parce qu'elle permet aussi de pouvoir, pour eux, entrevoir comment ils sont aussi eux-mêmes parfois coincés dans des représentations autour d'un système familial ou des représentations autour de ce qui est limitant ou facilitant dans un système familial. Comment ça devrait pouvoir fonctionner dans une famille et pourquoi ça ne fonctionne pas dans telle famille. Ça rejoint un petit peu la notion de complexité que présentait Victoria tout à l'heure, où on est aussi parfois inhibé dans ce qu'on aimerait pouvoir dire ou pas dire quand on regarde fonctionner l'enfant et ses parents, quand on se retrouve finalement soumis à comment les besoins s'entrecroisent pas et puis quels pourraient être les nôtres, parce qu'on est des soignants, mais on est aussi potentiellement des parents. On a été des enfants, et il y a toujours dans des situations de vulnérabilité comme ça des mécanismes identificatoires, que ce soit sur le plan d'ailleurs sociologique ou psychologiques qui se mettent en place dans la relation de soins et qui peuvent être limitants dans les interactions et donc dans la construction du projet de soins. Donc la narrativité, je trouve qu'elle ouvre des espaces de créativité et forcément des espaces de pensée. Bonjour, Guillaume Economos, moi je suis médecin de soins palliatifs adulte. Je ne connais absolument pas la pédiatrie, ce qui n'empêche pas mon intérêt pour les deux présentations. J'avais simplement pas de questions. Pour cette présentation-là, en revanche, j'ai une question qui me titille. Là, c'est assez simple, en fait, quand il y a des accords entre l'enfant et les parents, de se poser la question de l'autonomie de l'enfant. Mais quand il y a congruence, dans quelle mesure et comment vous arrivez à évaluer que cette congruence n'est pas simplement le fruit du souhait de l'enfant de faire plaisir aux parents? Voilà. C'est ma question, c'est pas une question, mais vous avez compris l'idée. Il n'y a aucun outil scientifique qui nous permet d'évaluer ça. Il y a tous les processus réflexifs. Enfin, je me permets de répondre, mais peut-être que je repasserai là. Pardon. En fait, on est obligé de se retrouver entre plusieurs ressentis, plusieurs intuitivités et plusieurs réflexions pour travailler autour de ça. Très clairement, en pédiatrie, on y est soumis. Et je vous remercie quand même de faire cette remarque parce que c'est quelque chose que je voulais aborder. Là, on vous présente une situation où il y a clairement quelque chose qui tiraille entre l'enfant et la famille, mais il y a aussi énormément de situations dans lesquelles l'accord, le bloc, qui est décidé par la famille peut nous mettre en tension, nous, que ce soit du côté de quelque chose de l'acharnement ou, à l'inverse, on s'arrête alors qu'on pourrait encore continuer, ne serait-ce qu'à travailler sur le plan de la qualité de vie. C'est même parfois des questions toutes simples de soulagement symptomatique d'un symptôme, de la douleur, de l'encombrement sur le plan respiratoire, où il y a des choses qui sont décidées par les parents qu'accepte l'enfant,
au nom de plein de choses, bien souvent du conflit de loyauté, parce que quand même, s'opposer à son parent quand on est un enfant, quel que soit son âge, c'est quand même compliqué, on le voit bien avec Stan, il y a quelque chose de plus fort que la réalité juridique. Donc s'émanciper, c'est aussi cette histoire-là qui est compliquée. On est obligé, nous, de traiter avec ça, ou bien souvent, on s'en remet quand même dans la réalité des pratiques à la systémie familiale, sauf dans les cas qui frôlent la négligence ou la maltraitance, où là, on réfléchit à mettre d'autres acteurs de l'enfance dans l'équation. Oui, je rebondis parce que, on est assez souvent confronté à des situations où les parents ont des croyances, des fausses représentations sur notamment certains traitements antalgiques, les opiacés, et ils expriment, ils verbalisent ça devant leur enfant. L'enfant, il suit, il a mal, mais il dit qu'il refuse certains traitements. Clairement, encore une fois, on n'a pas d'outils pour vraiment, mais quand on perçoit les choses un peu plus finement aussi avec les regards croisés interprofessionnels, etc., les équipes de soins à domicile qui vont au domicile, on comprend bien qu'il y a un enjeu de loyauté derrière tout ça. Et ça, je dois dire, c'est des situations qui nous mettent vraiment en difficulté. Et ouais, alors tu parlais des situations vraiment de négligence, mais là, on est dans toute cette zone grise, on n'est pas là-dedans. Et c'est là que, en fait, ce qui nous aide, c'est de passer du temps avec l'enfant, je dirais, de l'écouter. Ça peut passer par le jeu, ça peut passer par plein de biais, des biais qui ne vont pas être de l'aborder sous le prisme de sa maladie, mais plutôt de ses projets de vie, de ses envies, de sa vie, quoi. Et là, on arrive quand même gentiment, ça prend du temps, donc il faut aussi accepter, nous, en tant que soignants, de ne pas tout obtenir tout de suite. On est face à un enfant douloureux, donc il y a certains soignants pour qui c'est presque intenable, en fait. Mais ça fait partie aussi de notre accompagnement, parce que si nous, on se braque, ou si nous, on essaye de passer en force, en fait, c'est contre-productif. On ne va pas y arriver comme ça. Donc voilà, je me permettais, parce que ça m'a vraiment fait penser, puis c'est quand même pas si rare, donc... J'ai une question, quand je vous écoute parler, ça me rappelle des choses. Et vous avez souligné que c'était très difficile pour les professionnels de santé aussi d'accompagner ces situations, je dirais aussi bien les parents que les enfants. Est-ce qu'il y a un dispositif qui accompagne ces professionnels ? Comment ça se passe en fait ? Alors, comme je le disais dans ma présentation, du coup je vais peut-être plus laisser la parole aux autres, mais il peut y avoir des supervisions, des intervisions, des analyses de pratiques professionnelles. Certaines équipes ont la chance d'avoir une psychologue au sein de leur équipe, et puis c'est pas le cas de toutes les équipes, hein. Donc ces professionnels-là vont aussi nous accompagner, nous aider. Nous, on a aussi la chance d'avoir une accompagnante spirituelle. C'est quelque chose qui est très développé en Suisse. On en a une au sein de notre équipe, et ça, c'est aussi une approche auprès des enfants et des familles qui permet parfois de débloquer des choses en passant par le biais vraiment de la spiritualité, du sens. Mais Oui, puis il y a le rôle des ERSPP qui est là aussi pour soutenir les soignants avant tout dans ces situations de soins palliatifs, et qui peuvent accompagner les soignants, leur proposer des temps d'échange, ce regard tiers aussi qui peut leur être favorable pour essayer de se décaler un peu de la situation qui les parasite. Oui, alors ça me permet de peut-être recontextualiser un petit peu la prise en charge palliative pédiatrique. Il y a 22 équipes en France qui ont la responsabilité de l'ensemble des enfants qui sont concernés par une démarche palliative sur le territoire. Donc, par la force des choses, avec des équipes qui, en moyenne, sont composées, on va dire, de 3,5 personnes. Donc, par la force des choses, on a une mission qui est avant tout centrée sur les professionnels qui accompagnent l'enfant jusqu'au bout. La particularité pédiatrique de la prise en charge médicale et paramédicale en soins palliatifs pédiatriques, c'est que ce sont les équipes qui accompagnent l'enfant dans la période curative qui les accompagnent jusqu'au moment du décès. Il n'y a pas comme ça de relais d'une polarité à une autre. Il n'y a pas de structuration d'unités de soins conventionnelles en France, en tout cas pour l'instant.
Donc on est comme ça, nous, dans une pratique de la transversalité permettant aussi, parce que c'est là-dessus que s'est structurée la discipline palliative, c'est-à-dire des parents et des professionnels qui se retrouvaient sur le besoin de rester dans le lien du début à la fin de la maladie, qui fait que les choses s'organisent comme ça en France. Et effectivement, il y a beaucoup de souffrance du côté des équipes de première ligne qui accompagnent ces enfants, parce que ça vient les bousculer dans toute leur représentation de la parentalité, de ce qu'est le soin, de la place du soignant, du partage aussi de la responsabilité face à la vulnérabilité de l'enfant, avec des équipes qui sont très 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 fortement engagées dans la responsabilité professionnelle, médicale, et puis des parents qui sont très 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 fortement engagés dans la responsabilité morale. Donc il faut comme ça trouver l'équilibre auprès de l'enfant. Et donc, Jean, je partais de là quand même, de ta question sur les dispositifs. Pardon, je digresse. Il y a plein de choses qui existent, il y a peu de choses qui sont formalisées, et je pense que c'est vraiment un pan de la recherche qu'il faut investir. Généralement, il y a beaucoup de choses qui passent par la mise en place de dispositifs pour mobiliser le raisonnement, la réflexivité autour d'un projet de soins. On invite très très souvent les équipes de première ligne à pouvoir partager leurs réflexions avec les parents, leurs incertitudes, pour comme ça avancer pas à pas dans ce qu'on peut faire de mieux ou de moins bien pour l'enfant. Et puis après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées autour du vécu, de l'émotionnel des soignants, et puis aussi pas mal de choses qui sont proposées en dispositif post-décès.